Au cœur d'Union Square, à l'écart de l'agitation de la ville, une petite fille au pas plus de 5 ans était assise, recroquevillée sur un banc usé par les intempéries. Elle était incroyablement immobile, sa petite silhouette serrée contre un ours en peluche gris usé. Son visage était inexpressif, pas de larmes, pas de sourire, juste un calme obsédant. Ses grands yeux solennels fixaient la foule, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un qui pourrait ne jamais venir. Une femme inquiète, tenant un enfant en bas âge sur sa hanche, remarqua la fillette. Elle s'approcha prudemment, d'une voix basse mais douce. « Il manque un enfant à quelqu'un » cria-t-elle aux personnes présentes. Personne ne répondit. Elle se retourna vers la fillette. « Ma chérie, es-tu perdue » demanda-t-elle doucement. L'enfant ne répondit pas. Pas un mot. Pas un hochement de tête. Elle resta assise, immobile, les bras autour de l'ours en peluche comme si c'était le seul point d'ancrage au monde. La femme fronça les sourcils, inquiète. Elle est assise là depuis ce matin. Ce n'est pas normal, marmonna-t-elle. Elle sortit son téléphone. J'appelle la police. 10 minutes plus tard, une voiture de patrouille de la ville de New York s'arrêta à l'entrée de la place. La lieutenante Emily Smith, une trentenaire calme et perçante, en sortit. Son badge était discrètement accroché à sa ceinture pour ne pas intimider l'enfant. « Où est-elle » demanda Emily en scrutant la scène. La femme désigna le banc près d'une statue de bronze. « Juste là. » Elle n'a pas dit un mot. « Je m'inquiète vraiment pour elle. » Emily hocha la tête et s'approcha lentement, en prenant soin de ne pas effrayer l'enfant. « Salut, mon chou » dit-elle doucement en s'arrêtant à quelques pas, « tu attends quelqu'un ?» La petite fille releva la tête. Son regard était profond et indéchiffrable, trop vieux pour son âge. Après un long silence, elle parla enfin d'une voix douce et mesurée qui fit froid dans le dos d'Emily. « Je ne veux pas revenir en arrière. » Emily s'accroupit légèrement, gardant un ton doux. « Retourner où, chérie ?»« Je ne veux pas retourner avec maman » murmura la fille en serrant plus fort l'ours en peluche. Emily s'assit au bout du banc, lui laissant de l'espace. « Tu sais où est ta mère ?» La fille secoua la tête. « Je ne sais pas. » Puis, une voix rompit le silence. « Mia. Mia, oh mon Dieu, tu m'as fait une peur bleue. » Une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds soigneusement bouclés et vêtue d'une robe violette moulante, se précipita vers eux. Son maquillage était impeccable, mais son expression trahissait la panique. Elle s'arrêta net, essoufflée. « Je suis sa mère » dit-elle en esquissant un sourire essoufflé. « Elle a des petits accès de colère, parfois. » Emily se leva, se plaçant instinctivement entre la femme et la fille. Sa posture devint subtilement défensive. « Votre nom, s'il vous plaît » ? « Véronica Ray » répondit la femme. « Je l'ai laissée dans la voiture quelques minutes, le temps de prendre un café. Je ne pensais pas qu'elle s'éloignerait. » Mais Mia ne cherchait pas à atteindre sa mère. Au lieu de cela, elle se leva brusquement et se colla contre la jambe d'Emily, la voix tremblante de peur. « Je ne veux pas y retourner. S'il vous plaît. »« Je ne veux pas. » Véronica s'avança, mais Emily leva la main. « Madame, je dois vérifier certaines informations avant de continuer. » Le sourire de Véronica disparut. « Tu fais de ça quelque chose qui n'est pas le cas. » Elle est partie 10 minutes maximum. « Je ne l'ai pas abandonnée. » Puis Mia leva les yeux, le visage pâle et tiré. « J'ai peur de la valise rouge » murmura-t-elle. Emily s'accroupit à nouveau à côté d'elle. « Quelle valise rouge, ma chérie ?»« Celui dans la voiture. Maman a dit que je ne pouvais pas y toucher. Ça sent l'hôpital. » Emily se tourna vers Véronica. « Tu as une valise rouge dans ta voiture ?» Véronica hésita. C'était à peine perceptible, mais suffisant. « Oui, c'est vrai. Ce sont juste les affaires de Mia. Des jouets. Des vêtements. Rien d'inhabituel. » Emily n'y crut pas. Elle sortit sa radio de sa ceinture. « Agent Rogers, pouvez-vous me retrouver à l'est d'Union Square ? On devra peut-être contrôler un véhicule. » Quelques minutes plus tard, l'agent Luke Rogers arriva. Grand, calme, il dégageait l'autorité tranquille de quelqu'un qui en avait vu d'autres, mais qui se souciait toujours des autres. Il hocha poliment la tête et se tourna vers Véronica. « Madame, je voudrais que vous déverrouilliez votre voiture pour qu'on puisse jeter un œil à l'intérieur. » Véronica s'aigérissait.
C'est une atteinte à ma vie privée. Luc ne dit rien, se contentant de faire un geste vers le parking. Elle le précéda à contre-cœur, murmurant entre ses dents. De retour sur le banc, Émilie resta avec Mia. « Tu sais ce qu'il y a dans la valise ?» demanda-t-elle doucement. Mia secoua la tête. « Je n'ai jamais vu. Je l'ai juste senti. Maman dit que si je l'ouvre, elle va se mettre en colère. » « Est-ce qu'elle se met souvent en colère ?» demanda Émilie. Mia hocha lentement la tête, les yeux baissés. Puis Luc a crié depuis la rue, « Émilie !» Elle se retourna et le vit brandir une valise rouge, usée et éraflée par des années d'utilisation. Elle paraissait ordinaire, mais rien dans cette situation ne semblait ordinaire. « Tu as dit que ça appartenait à l'enfant ?» demanda Émilie à Véronica, qui se tenait à proximité, les bras croisés. « Oui. Juste des trucs de gosse. Je te l'ai dit. » Mia secoua la tête. « Ce n'est pas à moi. Je n'ai pas le droit d'y toucher. » Les yeux de Véronica se plissèrent. « Mia, arrête d'inventer des choses. » Émilie s'approcha. « Véronica, je te demande d'ouvrir la valise pour l'inspecter. » Le visage de Véronica devint rouge. « C'est dingue. Il n'y a rien là-dedans. Nous avons des soupçons raisonnables. Si vous refusez, nous serons contraints de l'ouvrir par des moyens légaux. » Il y eut un long silence. Véronica serra les mâchoires, les poings tremblants. Puis, avec un violent soupir, elle ouvrit son sac à main, en sortit une clé et se précipita vers Luc. Elle enfonça la clé dans la serrure et ouvrit la valise d'un coup sec. Au moment où le couvercle grinça vers le haut, une odeur froide d'antiseptique envahit l'air stérile et fétide, comme une chambre d'hôpital oubliée. Émilie entra rapidement. À l'intérieur de la valise, il n'y avait ni jouets ni vêtements. À la place, des mouchoirs usagés tachés de sang séché, des liens en tissu enroulés, une seringue usagée, quelques fioles en verre sans étiquette et un vieux carnet en cuir aux bords effilochés. La voix d'Émilie était basse et glaciale. « C'est ça qu'on met dans la valise d'un enfant ?» Véronica balbutia. « C'est médical. Du matériel d'urgence. Je suis psychologue. Je sais comment gérer les besoins particuliers. » Mais sa voix tremblait. Ses mains tremblaient. Et Mia, depuis le trottoir, s'accrochait à la jambe d'Émilie comme si c'était le seul endroit sûr au monde. Mia s'accrochait fermement à Émilie, ses petits doigts s'enfonçant dans la chemise de l'officier tandis qu'elle murmurait à peine un souffle, « Elle m'a attaché les mains avec ça. » Luc ouvrit le carnet de cuir patiné qu'ils avaient trouvé. Les pages étaient griffonnées d'une encre rouge irrégulière, chaque ligne étant un ordre glaçant, des puces gravées avec cruauté, comme dans un journal intime. Ne pleurez pas après 20 minutes. Le silence est la récompense. Jour 4. Pas de nourriture pour renforcer la mémoire. Jeu silencieux. 3 jours. Ses mains tremblaient tandis qu'il fermait le carnet. Son visage perdait toute couleur. « Émilie ?» dit-il doucement. La mâchoire d'Émilie se crispa. Sans un mot, elle se tourna et marcha vers Véronica, celle qui se disait mère. « Il vous est conseillé de garder le silence » dit-elle d'une voix calme et tranchante. « Vous faites l'objet d'une enquête pour suspicion de maltraitance infantile. » Véronica recula légèrement, sa voix s'éleva pour se défendre frénétiquement. « Tu ne comprends pas. Je l'ai fait pour l'aider. Je l'entraînais. » Mais Mia ne la regarda même pas. Elle pressa son visage contre la poitrine d'Émilie et resta immobile, comme si elle disparaissait en elle-même. Soudain, une voix retentit derrière eux. « Que se passe-t-il ici ?» Un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'une chemise bleue, s'approcha d'un pas prudent. Il se présenta avec un froncement de sourcils inquiet. « Je m'appelle Édouard. J'habite à proximité. J'ai vu la petite fille assise ici, seule, toute la matinée. Aucun adulte ne s'est approché d'elle pendant plus d'1 heure. » Luc se tourna vers lui d'une voix ferme. « Peux-tu confirmer qu'elle était seule tout ce temps ?» Édouard hocha gravement la tête. « Depuis 9 heures environ. Au début, on pensait que sa mère faisait ses courses dans le coin, mais elle n'est jamais revenue. Personne ne l'a réclamée. » Émilie croisa le regard de Véronica. « Comprenez-vous que laisser un enfant sans surveillance pendant plus d'1 heure sur une place publique est non seulement irresponsable, mais illégal ?» Véronique ne dit rien. Son visage était blême. Le corps de Mia tremblait légèrement dans les bras d'Émilie. Émilie s'accroupit et la serra doucement contre elle. « C'est fini,
ma chérie. Personne ne te forcera à rejouer au jeu du silence. Les policiers intervinrent pour sécuriser les lieux. Véronica fut prise à part. Luc enfila des gants et commença à recueillir des preuves dans la petite valise rouge cabossée qui se trouvait à proximité, désormais plus sinistre qu'elle ne l'avait jamais semblé. Prenant Mia dans ses bras, Émilie sentit la fille s'affaisser contre elle, la tête appuyée sur son épaule. Ses yeux étaient grands ouverts, mais creux, comme s'ils avaient trop vu et trop peu enregistré. « Nous avons besoin des services de protection de l'enfance sur place immédiatement, » dit Émilie dans sa radio. « Et une ambulance. Elle a besoin d'un examen médical complet, au plus vite. »« Compris, » répondit Luc. « Et la voiture ? Scellez-le. Fouillez-le jusqu'au moindre recoin. » Édouard resta à proximité, observant silencieusement. Alors qu'Émilie s'apprêtait à accompagner Mia à l'hôpital, il s'avança de nouveau. « Officier, dit-il doucement, si vous avez besoin d'un témoin, je suis là. » Je l'ai vu dans ses yeux, la peur. Je connais ce regard. Émilie se retourna, son expression s'adoucissant légèrement. « Tu as déjà vu ça ?» Édouard hocha lentement la tête. « Je suis un enseignant à la retraite. J'ai vu des enfants qui ont vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait vivre. » Les yeux de Mia, ce sont ceux d'une enfant qui a cessé de croire qu'elle mérite de l'aide. La gorge d'Émilie se serra. « Merci. On vous recontactait. » L'ambulance arriva plus vite que prévu. Une jeune infirmière nommée Isabelle, aux yeux marrons chaleureux et à la présence apaisante, prit doucement Mia des bras d'Émilie. « Ça va, ma chérie ?» demanda Isabelle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Mia ne répondit pas. Son regard resta fixé sur le plafond de l'ambulance tandis qu'on la déposait délicatement sur le brancard. « Nous l'emmènerons à l'unité psychologique centrale pour enfants, » a dit Isabelle à Émilie. « Tu viens avec nous ? » « Oui, » répondit Émilie sans hésiter. Elle se tourna vers Luc. « Sécurisez les lieux. Emmenez Véronica au poste. Interrogatoires interdits avant le feu vert du procureur. » Luc hocha la tête, le ton sec, empreint d'une colère contenue. Une vraie mère ne laisse pas son enfant abandonné sur une place publique. Alors que l'ambulance s'éloignait, Émilie s'assit à côté de Mia, tenant doucement sa petite main pendant tout le trajet. Elle avait traité un nombre incalculable de cas de maltraitance, traumatisme, négligence mais celui-ci lui inspira une douleur singulière. Dans le silence vitreux des yeux de Mia, Émilie lut une vérité déchirante, la jeune fille avait fait du silence sa survie. À l'hôpital, Mia a été emmenée dans une chambre privée pour un premier examen. Émilie attendait juste à l'extérieur, debout à côté d'Isabelle. « Des premières conclusions ?» demanda Émilie. La voix d'Isabelle se fit plus grave. « On est encore en train de l'examiner, mais on a déjà trouvé de vieilles ecchymoses. Surtout aux bras et aux hanches. Et de légères traces de corde autour de ses poignets, le signe d'une longue période d'attache. » Elle s'arrêta. « Et des signes de malnutrition légère. » Émilie ferma les yeux un instant, un soupir s'échappant de ses dents. « Elle a dit quelque chose ? » « Non. Elle regarde juste par la fenêtre. Je lui ai proposé un biscuit, elle l'a pris, puis l'a reposé sans bruit. Comme si elle avait peur de le manger, ça lui coûte quelque chose. » Émilie hocha la tête, puis se redressa. « Il faut que j'essaie de la faire parler. Même un tout petit peu. » Lorsque le médecin la laissa enfin entrer, Émilie pénétra dans la pièce blanche et stérile. Elle était simple, clinique, juste un lit, une chaise et une petite table avec quelques aquarelles. Mia était assise seule, dessinant tranquillement. Le papier devant elle montrait de grossiers cercles rouges encerclant une minuscule silhouette au centre. Émilie s'assit à côté d'elle sans parler. Elle regarda simplement le dessin. Au bout d'un moment, d'une voix douce, elle demanda « De quoi parle ton dessin, chérie ?» Mia hésita avant de répondre. « C'est la valise. »« Le rouge ?» demanda Émilie. Mia hocha la tête. « Qui est la personne au milieu ?» Il y eut une pause. « C'est moi » murmura Mia. « Maman a dit que si je criais, elle me mettrait dedans. » Émilie sentit son pouce accélérer, mais garda une voix calme. « Elle a déjà fait ça ? » « Non. Mais elle m'a fait ramper dans le placard. J'ai dû me recroqueviller et rester silencieuse. Elle appelait ça le jeu du courage. Si je pleurais, j'aurais plus de points négatifs. Des points d'erreur. » Les mains d'Émilie se resserrèrent en poing sous la table.
Mia a continué. Elle a un tableau. Si je parle trop, si je pleure ou si je pose une question, elle a des coches rouges. Si j'en ai plus de 3, je ne peux pas manger. Mia, dit Émilie fermement, la voix brisée par une émotion contenue. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Ce que ta mère a fait, c'était complètement mal. Une larme coula silencieusement sur la joue de Mia. Ses lèvres tremblaient, mais elle ne dit rien. Tu peux me parler. Personne ne te punira si tu parles à nouveau. La petite fille leva les yeux, le regard creux mais scrutateur. Sa voix était un murmure entrecoupé. Vous êtes policier. Me punirez-vous si je parle? Émilie se pencha plus près. Non, ma puce. Je suis là pour te protéger. Il y eut un silence. Et puis, lentement, Mia a commencé à parler. Chaque phrase était courte, fragile, une lame aiguisée par la peur et la répétition. Elle a dit que si j'apprenais à rester silencieux assez longtemps, je serais autorisé à sortir. Elle m'a fait dormir seulement 3 heures. Elle m'a dit que les enfants qui veulent grandir ne devraient pas perdre leur temps à dormir. Je ne pourrais jouer que si je ne demandais pas pourquoi. Elle a dit que les gens préfèrent les enfants calmes. Chaque soir, elle passait un enregistrement, tu dois être forte. Personne n'a besoin de pleurer. Elle éteignait la lumière, fermait la porte et disait, félicitations. Tu as rempli les conditions aujourd'hui. Le cœur d'Émilie se serra. Non pas de tristesse, mais de fureur. Une rage sourde et brûlante montait jusqu'à la moelle de ses os. Elle prit Mia dans ses bras. Et pour la première fois, Mia ne se retira pas. Ses petits bras s'étirèrent et entourèrent lentement le dos d'Émilie. Dehors, Isabelle attendait avec son rapport. Elle devra être hospitalisée en observation psychologique, a-t-elle dit à Émilie. Je vais tout signaler aux spécialistes. Émilie hocha la tête d'une voix ferme. Je demande une ordonnance d'urgence. Suspension de la garde à vue, immédiatement. Cette nuit-là même, le tribunal l'a approuvé. Et pour la première fois depuis ce qui a dû sembler une éternité, Mia a été autorisée à parler librement et à être entendue. La voix de Luc résonna dans la ligne du commissariat. Véronica exige de voir sa fille, elle hurle, en fait. Mais à la seconde où j'ai sorti le carnet et les seringues, elle s'est arrêtée. Un silence de mort. Émilie pressa le téléphone plus fort, les sourcils froncés. A-t-elle pris un avocat? C'est vrai. Il s'appelle Michael Turner. Mais il paraît qu'il perd déjà patience avec ses explications colorées. La voix d'Émilie devint sèche. Et sa maison? Des progrès? J'ai déposé une demande de mandat. La police scientifique nous rejoindra demain. D'après ce que nous voyons, ce n'était pas un cas isolé. Elle utilise ces méthodes perverses sur cet enfant depuis des années. Une fois l'appel terminé, Émilie posa le téléphone et s'assit lourdement sur une chaise dans la pénombre de la salle d'attente de l'hôpital. La nuit était tombée sur New York. À travers les fenêtres, des branches dansaient au vent et des sirènes lointaines hurlaient sur le paysage bétonné. Mais rien de tout cela n'était comparable au frisson qu'elle ressentait en elle, la prise de conscience déchirante que la petite Mia avait passé les années les plus tendres de sa vie non pas dans un foyer, mais dans une prison psychologique, soigneusement déguisée en maternité. Émilie serra les dents. Pas cette fois. Elle ne laisserait pas cette affaire sombrer dans le silence, comme celle d'il y a 2 ans. Le lendemain matin, Émilie se tenait devant le portail froid et orné de la maison de 3 étages de Véronica Reatoria. À ses côtés se trouvaient Luc et 2 médecins légistes. Le mandat de perquisition avait été notarié au cœur de la nuit, approuvé par un juge virtuel qui avait examiné l'intégralité des preuves préliminaires. Caméra corporelle allumée. Enregistrez tout, ordonna Émilie d'un ton sec. Elle jeta un coup d'œil à Luc. Tu balais le rez-de-chaussée. Je vais à ce qu'elle prétendait être la chambre de Mia. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant, ils ne furent pas accueillis par le chaos, mais par un silence surnaturel. La maison était impeccable, presque inconfortable, murs blancs, sols immaculés, pas un grain de poussière, pas la moindre trace de la présence d'un enfant. Pas de jouets. Pas de tableau. Aucun rire n'avait jamais résonné ici. Une grande étagère se dressait le long d'un mur, garnie de livres sur la psychologie comportementale, la discipline sans larmes et les techniques d'intervention précoce, des volumes cliniques et impersonnels qui semblaient totalement déplacés dans une prétendue maison familiale. Luc émit un léger sifflement. Si je ne connaissais pas le cas, je me croirais dans le cabinet d'un thérapeute.
Émilie ne répondit pas. Elle monta l'escalier, chaque marche plus lourde que la précédente. Au bout du couloir, elle trouva la porte de la chambre de Mia. Elle la poussa. Son souffle s'arrêta. Pas de couverture colorée. Pas de poupée. Pas de chaleur. Juste un matelas nu par terre, une couverture pliée et un bureau étrangement sans chaise. Les murs étaient dépouillés. Sauf un tableau blanc, méticuleusement écrit avec des instructions. Ne pleurez pas plus de 2 minutes. Ne demandez pas pourquoi. Ne quittez pas la pièce sans permission. Gardez le silence avant le compte de 10. Émilie sortit son téléphone et prit une photo de chaque ligne. Son regard remarqua alors quelque chose de subtil, une minuscule caméra de surveillance, encastrée si discrètement dans un coin qu'elle disparut presque dans le mur. Luc, appela TL. Il était à l'étage en quelques secondes. Il parcourut la pièce du regard et jura dans sa barbe, Jésus-Christ. J'ai besoin des images de cette caméra. Vérifiez s'il y a des périphériques de stockage, des ordinateurs portables, des disques durs, etc. Il hocha la tête et disparut. Émilie poursuivit ses recherches. Dans le coin opposé, une petite armoire en plastique attira son attention. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de papier qui ressemblaient à des rapports de comportement. En haut de chaque feuille, une date. En dessous, des colonnes froides et méthodiques, inconduites. Niveau de danger. Sanction appliquée. Elle sentit son estomac se retourner. Une enfant de 5 ans, traitée comme une prisonnière soumise à une évaluation comportementale. En bas, Luc venait d'allumer l'ordinateur portable de Véronica. Il y avait connecté un lecteur pour extraire les données. « Tu as trouvé quelque chose d'utile ?» demanda Émilie en entrant dans la pièce. Luc fit un geste vers l'écran. Des entrées de journal numérique. Toutes datées. Toutes horrifiantes. Émilie se pencha. 15 mars, la fille a demandé pourquoi 4 fois aujourd'hui. Augmenter les exercices de conformité silencieuse. 22 mars, a refusé de suivre son horaire de sommeil. A supprimé sa collation. Enregistré pour révision. 30 mars, j'ai dit, je veux aller à l'école comme les autres. Pensée délirante. Doit réprimer l'imagination sociale. La voix de Luc se brisa légèrement. Elle n'était pas une mère. Elle menait une guerre psychologique contre un jeune enfant. Émilie serra les poings. Des emails ? Luc hocha la tête et ouvrit un dossier. Il y a un fil conducteur ici. Entre Véronica et un organisme appelé l'Institut de recherche sur le comportement de l'enfant. Un message est ressorti. Véronica, j'applique le modèle de contrôle de niveau 4 tel que prévu. Cependant, la fillette ne peut toujours pas rester silencieuse pendant 6 heures d'affilée. J'ai besoin de matériel d'intervention plus approfondi. La réponse fut ferme. Nous ne soutenons pas la coercition psychologique exercée sur les mineurs en dehors des environnements agréés. Demande refusée. Elle a essayé de justifier cela auprès d'un institut de recherche, dit Luc d'un ton sombre. Ils l'ont fait taire, et elle a continué malgré tout. Émilie recula, se massant la tempe et respirant profondément. J'ai besoin de ses antécédents professionnels. Contactez le ministère de la Santé. 1 heure plus tard, le rapport est arrivé. Véronica Ray. Ancienne assistante médicale dans une clinique privée de Cleveland. Licenciée il y a 3 ans. Motif, comportement inapproprié avec des mineurs, comportement contrôlant, préjudice psychologique constaté lors de multiples évaluations. Émilie murmura, elle aurait dû être signalée à ce moment-là. Son téléphone a sonné. C'était le docteur Isabelle de l'hôpital. Émilie ? Sa voix tremblait. La psychologue vient d'examiner le dernier dessin de Mia. C'est très clair cette fois. Elle s'est dessinée, ligotée dans un placard. Sa mère sourit dehors. À côté, elle a griffonné, silence, que personne n'entende. Une sueur froide parcourut la peau d'Émilie. Elle ferma les yeux. Je demande un mandat d'arrêt. Luc n'hésita pas, plus besoin d'y penser. Ça arrive. Cet après-midi-là, Véronica fut escortée jusqu'à la salle d'interrogatoire du NIPD. Elle semblait dépouillée de son image habituelle au pas de mascara, pas de robe violette spectaculaire, juste une peau pâle, des yeux fatigués et une présence froide et silencieuse. Son avocat, Michael Turner, était assis à ses côtés, triant des documents avec un détachement clinique.
Mon client répondra dans les limites de ses compétences juridiques, a-t-il annoncé. Émilie resta silencieuse au début. Elle ouvrit son ordinateur portable et projeta une image sur le mur, la chambre vide de Mia, le matelas, le tableau blanc, la caméra de surveillance et un instantané des registres de punition. Véronique sourit. C'est une thérapie. Les enfants ont besoin de discipline. Je n'ai pas levé la main sur elle. Pas besoin de frapper un enfant pour le détruire, répondit Émilie, le regard fixe. Sais-tu ce que 6 heures de silence forcé font à un cerveau en développement? Ce que cela fait au système nerveux d'un enfant de 5 ans? Véronique n'a donné aucune réponse. Luc est intervenu, tenant d'autres impressions. Nous avons reçu vos courriels, Véronica. Des discussions sur le silence forcé, les privations, les menaces, tout est documenté. Michael leva la main. Je ne vois pas encore d'accusation formelle. Émilie se retourna, calme et résolue. Tu le feras. Dans les prochaines 24 heures, le procureur portera plainte pour maltraitance systémique d'enfants, mise en danger psychologique, atteinte à l'intégrité du développement et violation directe d'une suspension de garde à vue datant de 2021. Véronica releva brusquement la tête. Quoi? C'était fermé. La voix d'Émilie s'aiguisa. Pas fermé au pas concluant. Un voisin t'a dénoncé pour avoir enfermé Mia dans un placard. Il n'y en avait pas assez à l'époque. Mais c'est dans le système. Et cette fois, c'est différent. Véronique frappa la table des mains. C'est ma fille. Je voulais qu'elle soit exceptionnelle. Personne ne comprend. Michael a essayé de la calmer. Émilie se leva. Tu n'as pas besoin de dire un mot de plus. Mia l'a déjà fait. Dans le couloir, Édouard, le voisin qui avait vu Mia errer seule pour la première fois, attendait. Quand Émilie émergea, il s'avança. Si vous avez besoin de moi pour témoigner, je suis là. L'expression fatiguée d'Émilie s'adoucit. Merci, monsieur Édouard. Mais vous avez déjà fait le plus important, vous n'avez pas détourné le regard. Le lendemain matin, le tribunal de district de New York a tenu une audience d'urgence. La salle d'audience était peu remplie, mais la tension était étouffante. Émilie entra, un épais dossier à la main. Elle parcourut les bancs du regard jusqu'à ce qu'elle aperçoive Mia, assise entre son avocate et 2 assistantes sociales. Les cheveux de la jeune fille étaient soigneusement attachés. Elle portait un pull blanc et était parfaitement immobile, les mains jointes sur ses genoux. Émilie s'approcha doucement et s'assit à côté d'elle. « Salut, chérie, dit-elle doucement. Mia leva les yeux avec de grands yeux. « C'est toi qui as la clé pour ouvrir ma chambre ?» Émilie cligna des yeux. « Pourquoi penses-tu ça ?»« Parce que depuis que tu m'as emmené, personne n'a fermé la porte à clé. » Le cœur d'Émilie se brisa. Elle sourit faiblement. « Alors oui. Je suppose que j'ai la clé. » À l'avant, le juge est entré et a frappé du marteau. Cette audience est actuellement en cours concernant les accusations criminelles préliminaires contre Véronica Ray pour abus, modification coercitive du comportement et violation d'une ordonnance de garde. La procureure Catherine Vaughan s'est levée. Votre honneur, les preuves démontrent clairement des violences psychologiques répétées contre l'enfant, Mia Ray. Isolement, exercice de silence, punition comportementale proche de la torture. Nous disposons de documents, d'images et d'expertise médicale. L'avocat de la défense Turner a répliqué, calme et posé. L'accusé ne nie pas avoir eu recours à des techniques de modification du comportement, mais insiste sur le fait qu'elles étaient destinées à servir de système thérapeutique non conventionnel, certes, mais pas criminel. Catherine s'avança immédiatement à nouveau. Il n'existe aucune thérapie reconnue au monde qui impose aux enfants de rester silencieux pendant 6 heures ou qui les punisse lorsqu'ils pleurent. Ce n'est pas une discipline comportementale. C'est un emprisonnement émotionnel. Le juge hocha lentement la tête. Continuez. Présentez le rapport médical. Et le poids de la justice commença à tomber. Un officier de police scientifique s'avança, la voix ferme, mais lourde d'implication. Selon le rapport médical de l'hôpital, Mia Ray présente des écorchures au poignet, typiquement associées à une contention physique prolongée. Elle présente également des ecchymoses atténuées sur les hanches, signe d'un traumatisme passé, et des signes cliniques évidents de troubles anxieux. Elle ne peut dormir que si une lumière reste allumée, elle ne mange que si on lui en donne explicitement l'autorisation et elle recule au bruit d'une porte qui se verrouille.
Ce sont tous des signes classiques de maltraitance psychologique à long terme. Dans la salle d'audience, Véronica était assise en silence à la table de l'accusé. Ses lèvres étaient pincées en une fine ligne incolore. Émilie, assise à côté d'elle, l'observait attentivement. Bien que sa poitrine se soulevât et s'abaissa au gré d'une respiration rapide et anxieuse, son regard ne trahissait rien, aucune lueur de remords, aucune trace de responsabilité. Son regard était vide, indéchiffrable. Le juge se pencha en avant, la voix autoritaire et claire. Le défendeur souhaite-t-il faire une déclaration? Véronique se leva lentement et délibérément, effleurant nerveusement le tissu de sa jupe. C'est ma fille, commença-t-elle d'un ton défensif, à la limite de l'indignation. Je l'ai élevée seule pendant 5 ans. Personne dans ce tribunal ne sait ce que c'est, à quel point c'est dur. Mia n'est pas comme les autres enfants. Elle est difficile. Elle pleure tout le temps. Elle hurle. Elle casse tout. Je n'ai jamais voulu qu'elle devienne quelqu'un de meilleur. Quelqu'un de fort. Je ne l'ai jamais frappée. Pas une seule fois. Catherine, assise avec assurance au banc des accusés, a répondu de manière égale. Alors comment expliquez-vous la seringue? L'enregistrement audio de la phrase « Ne pleure pas à voix haute » Le carnet rempli d'ordres stricts et obsessionnels. La voix de Véronica faiblit. Je voulais juste avoir le contrôle. Les enfants ont besoin de structure. De limites. Le juge a annoncé une pause pour les témoignages. La tension montait dans la salle lorsque le témoin suivant a été appelé. Émilie a été la première à témoigner. Elle a raconté au tribunal chaque étape de sa rencontre avec Mia, seule et effrayée sur la place publique, et de la découverte de la valise rouge. Un grand écran diffusait des images saisissantes de cette valise, des liens en toile, un tissu taché de sang et un carnet de comportement soigneusement tenu. Quand l'enfant a dit « J'ai peur de la valise rouge », j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement de désobéissance, a témoigné Émilie d'une voix résolue. Et quand elle a murmuré « Ma mère m'a appris à me taire pour que personne ne m'entende demander de l'aide », j'ai compris qu'il ne s'agissait plus de discipline. C'était de la cruauté, méthodique et dissimulée derrière le langage parental. Michael, l'avocat de la défense, s'est levé. Vous êtes émotif. En tant que policier, n'est-il pas possible que vos sentiments personnels aient obscurci votre jugement professionnel? Émilie se tourna vers lui, sa voix calme, mais remplie d'un feu silencieux. Oui, je suis ému. Parce que j'ai vu trop d'enfants passer entre les mailles du filet, des enfants abandonnés non seulement par leur famille, mais aussi par les systèmes même censés les protéger. Et je n'ai plus la force ni la conscience de me taire lorsqu'une petite fille apprend à survivre en devenant invisible chez elle. Des halètements se sont élevés lorsqu'un témoin surprise a été appelé, Edouard Maurice, un voisin d'en face. Mia restait à l'étage la plupart du temps. Je l'entendais souvent sangloter depuis une fenêtre du 2e étage. J'ai frappé à plusieurs reprises. Véronica m'a toujours dit que Mia souffrait de troubles du comportement et qu'elle suivait une thérapie. Mais un jour je ne l'oublierai jamais, j'ai vu cette petite fille debout sur le balcon pendant plus d'1 heure. Sans manteau. Aucun mouvement. Juste, l'immobilité. Comme si elle n'avait même pas le droit de sentir le froid. Le juge se tourna vers lui. Avez-vous déjà signalé ce que vous avez vu? Je l'ai fait, répondit Édouard, la voix teintée de culpabilité. En 2021. Les autorités sont venues, mais n'ont trouvé aucune preuve. J'ai regretté de ne pas avoir insisté davantage. Mais aujourd'hui, je peux enfin dire la vérité. Puis vint le moment crucial. La porte du tribunal s'ouvrit et Mia entra, petite, fragile, serrant la main d'un avocat de la protection de l'enfance. La salle tomba dans un silence total tandis qu'elle était assise au premier rang. Le juge a adouci son ton. Mia, y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager avec le tribunal? L'enfant regarda Véronica, puis se tourna lentement vers Émilie, qui lui adressa un léger signe de tête rassurant. La voix de Mia était à peine audible. Maman m'a dit de ne pas parler. Elle a dit que si je parlais, plus personne ne voudrait de moi. L'avocat se pencha et la cajola doucement. Qu'est-ce que ta mère t'a dit d'autre, ma chérie? Des larmes coulèrent dans les yeux de la petite fille. Elle a dit que si je ne me taisais pas, elle ferait de moi un mauvais enfant. Et personne n'aime les mauvais enfants. Un sanglot discret rompit le silence de la salle d'audience. Émilie jeta un coup d'œil éviluque, la mâchoire serrée, les poings serrés de colère. Catherine se leva. Pas d'autres questions.
Le témoignage parle de lui-même. Il ne s'agit pas seulement de négligence. Il s'agit de dommages psychologiques, durables, calculés et profondément traumatisants. Véronica se leva brusquement de son siège, la voix aiguë et désespérée. « C'est ma fille. Mon sang. Tu ne peux pas me la prendre ?» Le marteau du juge frappa violemment. « À l'ordre. Accusé, asseyez-vous. Personne ne comprend ce que j'ai sacrifié pour elle. J'ai fait de mon mieux. Je n'ai rien fait de mal. J'ai juste... » « Assez !» cria Émilie en se levant de son siège. « Tu n'as rien fait de mal ? Alors pourquoi une enfant de 5 ans demande-t-elle si elle sera punie pour avoir parlé ? Pourquoi doit-elle apprendre à ne pas pleurer ?» Véronica se laissa retomber, le visage déformé, les yeux rouges, mais toujours pas de larmes. Le juge a rendu sa décision de manière définitive. Après avoir examiné tous les témoignages, preuves matérielles, conclusions médico-légales et dossiers antérieurs, le tribunal ordonne par la présente la suspension immédiate de tous les droits de garde de la défenderesse, Véronica Ray. La mineure, Mia Ray, sera placée sous la garde temporaire du Centre de protection de l'enfance de la ville. Des accusations formelles de maltraitance systématique seront portées contre la défenderesse. Le procès préliminaire débutera dans les 30 jours. Le marteau s'abattit avec un écho tonitruant. Les papiers bruissaient doucement tandis que la salle d'audience expirait. Pour la première fois, le calme revint. Émilie se tourna vers Mia et lui adressa un petit sourire chaleureux. La petite fille lui rendit son sourire, timide, mais sincère. « Tu peux dessiner ce que tu veux, » dit doucement Émilie. « Le ciel, un chien, tout ce que tu veux. » Mia hocha la tête en serrant son crayon. « Je dessinerai le hibou avec la lumière. » Au centre de détention pour femmes, Véronica attendait son procès. Michael lui rendait visite, d'un air glacial et professionnel. « Véronica, tu dois comprendre que tes chances d'être acquittée sont quasi nulles. Ta meilleure option est de plaider coupable et de faire appel à la clémence. »« Je ne suis pas folle, » a-t-elle rétorqué. « Je ne plaide pas coupable. » Alors comment expliquez-vous les images de surveillance, les carnets, les enregistrements audio, les entrées de journal ? Ils ont déformé ces choses. Ils les ont sorties de leur contexte. Michael se leva, exaspéré. « Tu n'es plus une mère. Tu es une accusée, vilipendée par le public, scrutée par la justice. » Véronique frappa la table en métal de sa main. Elle était désobéissante. J'ai dû la discipliner, sinon elle grandirait comme tous les enfants gâtés. Les yeux de Michael se rétrécirent. Vous venez de confirmer les arguments de l'accusation. Je vous conseille de cesser définitivement de parler. Une semaine plus tard, Émilie a reçu un appel international de Justin Morris, un représentant de l'Organisation internationale pour la protection de l'enfance basée à New York. J'ai examiné le dossier de Mia. Il est recevable devant le Conseil européen des droits de l'homme. Mais nous avons besoin de plus d'informations sur le père biologique. Son père ? Demanda Émilie, surprise. Oui. Nous avons des raisons de penser qu'il est germano-américain, autrefois marié à Véronica, et qu'il vit actuellement à Seattle. Il n'y a aucune trace de contact depuis le divorce, il y a 3 ans. Émilie a parcouru la base de données. Son nom est apparu, Andrew Miller. Nous allons essayer de le contacter, dit Justine. S'il est stable, disposé et répond à nos exigences, nous pourrons peut-être lui transférer la garde. Les liens du sang contribuent souvent à la guérison. Cet après-midi-là, à l'hôpital, Émilie a trouvé Mia en train de se reposer, un carnet de croquis sur ses genoux. « Qu'est-ce que tu dessines ?» demanda-t-elle. Mia le brandit, un ciel, un petit renard et une chouette planant dans le bleu. Dans ses serres, une lampe brillante. « C'est la première fois que je dessine le ciel, » murmura Mia. « Pourquoi maintenant ? » Parce que maintenant, je peux lever les yeux sans être punie. Émilie tendit la main et brossa doucement les cheveux de la fille. Mia, dans quelques jours, tu rencontreras peut-être quelqu'un de très important. OMS ? Ton père. Un homme qui n'a jamais cessé de t'aimer. Un homme qui a essayé, mais ta mère ne l'a pas laissé t'atteindre. Mia cligna des yeux. J'ai vraiment un père ? Émilie sourit. Oui. Et il arrive. Ce matin-là, l'air de New York était pur et limpide. Émilie se tenait devant le terminal international, scrutant le tableau des arrivées en provenance de Seattle.
Tout avait été réglé, documents juridiques, équipe de soutien émotionnel, thérapeute spécialisé en traumatologie. Tout était prévu pour que la réunion se déroule sans accroc. Luc la rejoignit en ajustant son écouteur. Il est innocenté. Son ADN a été confirmé. Son certificat de divorce correspond. Il s'avère que Véronica a demandé la garde exclusive de l'enfant et a ensuite coupé toute communication. Pas étonnant qu'il ait disparu des archives. Avons-nous des photos ? Demanda Émilie. Luc lui tendit une photo, Andrew Miller, la trentaine, le regard doux derrière un visage fatigué, autrefois architecte, aujourd'hui designer indépendant à Seattle. Dans sa lettre aux services sociaux, il avait écrit « Je n'ai jamais cessé de penser à ma fille. Je n'arrivais tout simplement pas à la retrouver. » Émilie scruta la foule. Et puis elle le vit grand, mince, un sac à dos en bandoulière. Son regard scruta la scène, jusqu'à ce qu'il croise le sien. Une étincelle de reconnaissance jaillit. Andrew accéléra le pas, se dirigeant droit vers la femme qui venait de sauver l'avenir de sa fille. « Mademoiselle Smith ?» La voix avait une cadence new-yorkaise, adoucie par une pointe d'allemand. « Oui », répondit Émilie en se levant pour l'accueillir. « Je m'appelle Émilie. Merci d'être venue. » Andrew hocha la tête solennellement. Je ne pouvais pas rester à l'écart. J'ai lu le dossier, j'ai pleuré. Je n'aurais jamais cru que Véronica irait aussi loin. La voix d'Émilie était douce. Êtes-vous prête à rencontrer votre fille ? Il hésita. Les yeux baissés, les lèvres tremblantes. J'ai peur qu'elle ne se souvienne pas de moi. Elle était si petite quand nous nous sommes séparés. Je pensais que le temps arrangerait les choses. J'avais tort. À l'hôpital pour enfants, Mia était assise en tailleur dans la salle de thérapie, crayon à la main, dessinant en silence. Isabelle, l'infirmière, veillait discrètement à proximité. Lorsqu'Émilie frappa et entra, Mia leva les yeux et esquissa un léger sourire. « Tu es venu. J'ai amené quelqu'un de spécial avec moi. » Le sourire de Mia s'est transformé en froncement de sourcils. « Qui ?» Andrew entra lentement, s'arrêtant sur le seuil comme un homme aux confins d'un souvenir. La pièce se tut. Mia le fixa, méfiante, indéchiffrable. « Salut, mon cœur, » dit Andrew d'une voix tremblante. « Tu te souviens de ton papa ?» Mia resta silencieuse. « Je m'appelle Andrew », continua-t-il doucement. « Je te berçais pour t'endormir. Je chantais, Twinkle, Twinkle, Little Star. Tu ne savais pas encore marcher, mais tu riais à chaque fois que je chantais. Un son dont je me souviens encore. » Émilie observait attentivement. Les yeux de Mia tressaillirent légèrement. « Je connais cette chanson », murmura-t-elle. Andrew s'agenouilla lentement et posa un petit sac en tissu sur le sol. « Je ne suis pas venu pour te reconquérir. Juste, pour te donner quelque chose. La seule chose à laquelle je me suis accroché après notre séparation. » Il tendit la main et en sortit une chouette en laine grise avec de grands yeux noirs en forme de bouton. Mia se figea, les yeux écarquillés. « J'en avais un », murmura-t-elle. « Maman a dit qu'il était cassé. » Elle l'a jeté. L'expression d'Andrew se crispa. « Elle me l'a pris quand on a divorcé. J'ai essayé de le récupérer. J'ai échoué. » Mia fixa le hibou, puis Andrew. D'un pas hésitant, elle traversa la pièce et posa sa petite main sur son genou. « Chante », murmura-t-elle. Le souffle d'Andrew s'accéléra. Des larmes jaillirent tandis qu'il posait doucement sa main sur la sienne. « Scintille, scintille, petite étoile », commença-t-il d'une voix brisée. « Papa se demande où tu es. » Chaque mot tremblait, mais il continuait à chanter. Mia ne pleurait pas. Elle se penchait vers lui, comme pour éprouver la chaleur d'un souvenir, puis s'y reposer. Andrew baissa la tête, bouleversé. Émilie se détourna, essuyant ses larmes, le chagrin silencieux des adultes arrivés trop tard pour prévenir les dégâts, mais juste à temps pour aider à la reconstruction. Plus tard dans la semaine, au tribunal de la famille, la voix du juge résonna claire et ferme. Après avoir examiné les dossiers, les témoignages d'experts et la déclaration de l'enfant, ce tribunal met fin à tous les droits parentaux de la défenderesse, Véronica Ray, et accorde la garde légale complète à Monsieur Andrew Miller. Mia a bénéficié de soins psychologiques réguliers pendant les 6 mois suivants. Le marteau a frappé. Véronica ricana. Félicitations. Tu as fait de moi une méchante.
Le juge n'a pas bronché. Non, Madame Ray. C'est vous qui avez fait ça. Tandis que les policiers l'escortaient dehors, elle ricana à Émilie. Tu crois qu'elle s'en sortira? Elle ne sait même pas vivre. Je n'ai pas fini de lui apprendre. Émilie la regarda avec une expression glaciale. Tu as raison. Tu n'as pas fini. Tu n'as pas eu l'occasion de la détruire complètement. Ce soir-là, sous un vieil oranger dans le jardin du centre de protection de l'enfance, Andrew était assis avec Mia, enveloppé dans une couverture, sirotant un chocolat chaud. La brise était fraîche, mais ses yeux, pour une fois, reflétaient le calme. « Papa » murmura-t-elle. « Est-ce que les enfants ici grandissent sans tableau de punition ?» Andrew rit doucement. « Personne n'a besoin d'un tableau de punition pour grandir, mon cœur. J'ai fait un dessin aujourd'hui. C'est toi, moi, Mademoiselle Émilie et l'arbre. Mais maman n'y figure pas. »« Pourquoi » demanda doucement Andrew. Mia réfléchit un instant. « Je ne sais pas qui est maman. Parfois, elle était gentille. Mais parfois, c'était la valise rouge. » Andrew ne parla pas. Il la serrait simplement contre lui. Sur le balcon du 2e étage, Émilie les observait. Luc s'approcha et lui tendit une tasse de thé fumante. « Tu as les enfants maintenant » la taquina-t-il. Émilie sourit faiblement. « Et ils m'apprennent quelque chose. Le silence a une voix, si on est assez patient pour l'entendre. » Luc hocha la tête, suivant son regard. « Tu crois que Mia ira bien ?» Le regard d'Émilie s'adoucit. Elle n'oubliera peut-être pas. Mais elle grandira. Pas en silence. Dans la lumière. Dans une cellule d'isolement, Véronica était assise en train de compter. Une journée sans question. Une journée sans erreur. Une journée sans larmes. Chaque fois qu'un garde passait, elle murmurait, « Elle reviendra. Elle a besoin de moi. Personne ne lui apprend comme moi. Personne ne la réduit au silence comme moi. » Plus personne ne répondait. Dans la banlieue de New York, le centre de protection de l'enfance surnommé la Maison des Étoiles ne ressemblait ni à un hôpital ni à un refuge. Ses jardins étaient fleuris, ses murs scintillaient de dessins d'enfants et la porte d'entrée ne fermait jamais. Mia arriva par une matinée d'été ensoleillée. Émilie conduisait. Andrew berçait sa fille sur la banquette arrière, sa chouette tricotée blottie dans ses bras comme une armure. Alors que la voiture s'arrêtait, Émilie sourit. « On y est. Qu'en penses-tu » Mia regarda fixement. Le panneau disait « La Maison des Étoiles ». Une femme aux yeux bienveillants, aux cheveux argentés, s'avança pour les accueillir. Elle portait un petit carnet et une douceur qui semblait imprégner l'air. « Je suis Madame Béatrice Martin, directrice du centre. C'est un plaisir d'accueillir Mia. » La petite fille se rétrécit derrière Andrew. Béatrice s'accroupit. « Nous avons un chien ici, Tinto. » Avant, il avait peur de tout. Des bruits forts, des nouvelles personnes. Il n'aboyait même pas. Mais maintenant? Il court, joue et réclame des caresses. Mia leva les yeux. Vraiment? Vraiment. Tu veux le rencontrer? Mia hocha la tête. Béatrice ouvrit la porte, et un chien brun et hirsute en sortit avec une joie contagieuse. Mia tendit la main, hésitante, puis lui caressa doucement le dos. Tu peux l'appeler ton ami, dit Béatrice. Et tu n'as besoin de la permission de personne. Au bureau, Andrew et Émilie ont rencontré Béatrice pour planifier une thérapie à long terme. Mia resterait sous surveillance au centre, et Andrew pourrait lui rendre visite quotidiennement. Laisse-lui le temps, conseilla Béatrice. Certains enfants ont besoin de redéfinir ce que signifie la sécurité. Pour Mia, cela pourrait prendre plus de temps que pour la plupart. Andrew hocha la tête. Je veux juste qu'elle vive honnêtement. Pas qu'elle soit obéissante. Pas qu'elle soit parfaite. Juste qu'elle soit elle-même. Émilie a ajouté, et cette fois, personne ne lui enlèvera ça. Cet après-midi-là, Mia fut conduite dans le jardin. 4 enfants coloriaient à une table. Une fille aux cheveux bouclés se retourna et sourit joyeusement. « Quel est ton nom » Mia se figea. Ses poings se crispèrent. Derrière elle, la voix apaisante de Béatrice. « C'est bon. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. » Mia regarda la table, Tinto recroquevillé en dessous, puis murmura « Mia.
Le visage de la fille s'illumina. Comme la princesse de mon livre de contes. Princesse Mia. Un nom pour quelqu'un capable de chasser les ténèbres. Mia gloussa un son léger et aérien, le premier vrai rire depuis des mois. Ce soir-là, au commissariat, Émilie feuilletait un nouveau dossier. Luc était assis en face d'elle. Des nouvelles du procureur, demanda-t-elle. Oui. Véronica a été formellement inculpée de 3 chefs d'accusation, maltraitance infantile, mise en danger du développement neurologique et entrave à la garde. Phrase. 8 ans. Pas de libération conditionnelle pour les 4 premiers. Comment l'a-t-elle pris? Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas bronché. Mais elle continue à se parler à elle-même. Elle répète les mêmes scénarios. Émilie expira. Elle a été engloutie tout entière par le système qu'elle avait construit. Une semaine plus tard, Mia portait une robe et ses cheveux étaient attachés. Ses chaussures jaune citron, un cadeau d'Émilie, claquaient légèrement sur le trottoir tandis qu'elle traversait le parc avec Andrew. « Je veux de la glace, dit-elle. Andrew se retourna, stupéfait. « Que as-tu dit ? » « Je veux le bleu. » Ils s'assirent sur un banc, regardant le monde défiler. Mia lécha pensivement son cornet. « Papa, dit-elle. Je peux rêver maintenant ? » Le cœur d'Andrew se serra. « Pourquoi demandes-tu ça ? » Parce que maman a dit que les enfants n'ont pas besoin de rêve. Juste d'obéissance. Andrew lui prit doucement la tête dans ses mains. « Tu peux rêver autant que tu veux. Rêver de voler. De parler aux baleines. D'un frigo rempli de glace bleue. » Mia rayonnait. « Je rêve de nouvelles amies. Et d'Émilie pour mon anniversaire. » Et c'est ce qui s'est passé. Dans le nouvel appartement d'Andrew, en centre-ville, le premier anniversaire de Mia s'est déroulé avec des rires, un gâteau, des ballons et Tinto avec un nœud papillon. 2 filles du centre étaient présentes. Et, bien sûr, Émilie. Mademoiselle Émilie. Mia courut la prendre dans ses bras. « J'ai un cadeau pour vous. »« Pour moi ? Mais c'est ton anniversaire. »« Je l'ai dessiné, » dit fièrement Mia en lui offrant un morceau de papier. Un dessin au crayon, une policière aux cheveux bruns se tenait sous un ciel étoilé, entourée d'un homme, d'un enfant et d'un chien. Au-dessus d'eux, d'une écriture hésitante. « Merci de m'avoir sauvé. » Les yeux d'Émilie s'emplirent de larmes. « Tu n'as pas besoin de me remercier. » Mia secoua la tête. Mais personne d'autre ne l'a fait. Émilie la serra fort dans ses bras. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Andrew s'approcha en souriant. « Je n'aurais jamais pensé dire ça à un policier, mais merci de ne pas avoir abandonné. » Émilie rit. « Je serai à tous les anniversaires. Tu ferais mieux de me garder une place. »« Tu en auras toujours une, gazouilla Mia. J'ai même dessiné ta chaise. » Tandis que le gâteau était coupé en tranches, Émilie se pencha vers elle. « Tu dessines toujours la valise rouge. » Mia secoua la tête. « Non. Je dessine la boîte de crayons maintenant. C'est plus clair. » Émilie rit. Mais tandis que la salle s'emplissait de joie, des larmes coulèrent sur ses joues ou des larmes silencieuses, reconnaissantes pour une enfant qui avait trouvé sa lumière.